Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi JM Télévision, cette chaîne au cœur d'une vision. En tout cas, nous vous disons bonjour. C'est votre nouvelle émission Passe-Partout. C'est une émission où vous allez voir défiler tout le monde de la rédaction. Eh bien, moi, je commence, Nadine Melomakundi, que vous aimez bien. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée, mais avant, j'en profite pour remercier ceux qui sont derrière l'écran. Il s'agit donc de Kelvin, il s'agit de Renato qui vont devoir travailler avec nous, mais Babi Maïtouka aussi, Mishka et Franck. En tout cas, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir de Pigeon, parce que la chaîne se trouve au quartier Pigeon, dans la commune de Ngaliema, et nous n'allons pas oublier parce que cette fréquence Canal 80 à la GM Télévision, on émet sur le plan national. On en profite pour saluer tous ceux qui sont à Matadi, tous ceux qui sont en tout cas à Bandundu, partout. Dans les 26 provinces, nous vous disons bonjour. Bonjour parce que nous sommes là pour vous faire aimer la télévision. Alors, je ne suis pas seule. Nous allons recevoir une grande dame et cette grande dame va nous dire ce qu'elle fait. Et moi, j'aime déjà ce qu'elle fait. Je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien à vous, j'espère? Ouais, je vais bien. Donc, vu que nous qui sommes de Kinshasa et vous revenez de Goma, et on me dit là-bas, c'est vraiment, il y a du fromage à gogo. Il y a du fromage, il y a du lait, il y a bien de repas. En tout cas, c'est pas comme là. Hein. Ah bon? Vous en mangez, donc vous, la pizza, c'est rien là-bas, hein? Abondamment, en tout cas. Et c'est comment? Vous êtes déjà allé voir comment ça se fait? Comment on fait ça? Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de chaleur, on est frais, on est beau, on est tout. Voilà, donc madame a relevé les embouteillages. Hein. Ici, c'est vraiment monstre. En tout cas, catastrophe. Catastrophique. Donc, vous êtes déjà en train de stresser aussi? Je m'habitue, je m'adapte. Ah pas de choix, c'est mon pays. Voilà la République démocratique du Congo. Nous en profitons pour dire aux Congolais que nous devons aller de l'avant, nous devons avancer, surtout avec ce quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi. On voudrait voir des millionnaires, on voudrait voir des entrepreneurs. En tout cas, de votre côté, faites quelque chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler des musées des anges. Musée des anges. C'est un joli nom. Comment c'est arrivé que vous avez choisi ce nom-là? Ça, c'était venu comme ça, un coup de cœur. Mais si on y va de sa signification, c'est beaucoup plus musée comme un mémorial. Tout à fait. Et ange comme enfant. Okay. Nous sommes dit que les enfants dans leur vulnérabilité sont des anges et ils sont transmis à ce que nous voulons qu'ils soient. Du coup, nous voulons être un mémorial dans leur vie. Et comment ça vous est arrivé? Est-ce que vous êtes passé par là? Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous puissiez créer cette fondation? Alors, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu un faible pour les enfants. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé les enfants, mais surtout ceux pour qui la communauté, la nature n'a pas été assez bienveillante. Donc, les enfants sans rien, les vulnérables. Et je me suis dit de créer à la langue quelque chose pour leur donner un chez eux, une certaine attention, une affection particulière, afin de leur permettre de s'intégrer dans la société. Bon, de s'intégrer dans la société. En tout cas, de votre côté, c'est déjà l'Est? Oui, c'est déjà à l'est. Ça a commencé à Bukavu, dans le 8 territoires du site Kivu. Et ensuite, ça a muté vers le nord avec l'avenue de la Guerre. Et voilà, aujourd'hui, maintenant à Kinshasa. Et j'espère dans beaucoup d'autres coins de notre pays, avant même d'aller aider peut-être les autres ailleurs. Il s'agit de commencer à aider chez nous et à impacter aussi le monde à travers un fruit de notre pays qui va aussi faire bénéficier les autres. En tout cas, on va parler de votre lutte dans l'Est du pays avec ces enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre. Et comment vous faites pour aider ces enfants? Puisque vous avez eu à créer Musée des Anges là-bas à l'Est d'abord. Oui, c'était d'abord là-bas. Et là, pour la petite histoire, on aimerait en savoir un peu plus. Comme j'étais en train de le dire tantôt, c'est l'amour des enfants d'abord, c'est la passion, parce qu'il faut en avoir en tout cas pour espérer œuvrer dans ces domaines-là, qui est beaucoup trop complexe. Et cet amour-là des enfants m'a conduit à vouloir trouver une solution pour eux. Et j'ai créé Musée des Anges dans l'objectif d'amener l'enfant vulnérable, l'enfant sans rien, l'enfant démuni à devenir demain un pion pour sa communauté, à devenir une épaule pour sa nation. Et pour former un enfant au leadership communautaire, il faudrait commencer par son instruction. Parce qu'un enfant qui n'a pas été instruit, qui n'a aucune éducation, ne saurait être un leader demain. Et en les éduquant, nous espérons ou nous avons espéré
Qu'en les éduquant, nous éduquons une génération forte qui après nous prendra le relais et continuera à s'occuper des enfants dans la même situation dans le cadre d'une rotation. Voilà, et donc ensuite, pour une deuxième raison, c'est que j'ai moi-même été enfant dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre et de mon expérience de la guerre, je voulu répondre aux effets, aux conséquences de la guerre sur l'enfance, sur l'avenir d'un enfant. Et en ayant vécu moi-même, comme j'en connaissais les stratégies de mon expérience, je voulais apporter un plus afin que ceux qui viennent après moi ne vivent pas exactement ce que j'ai vécu et ceux qui viendront après eux ne vivent pas ce qu'eux, ils auront vécu. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous parlez de la guerre. Qu'est-ce que vous avez vraiment vécu? En tant qu'enfant, c'est difficile de vivre la guerre parce que de se déplacer d'un milieu à un autre, l'enfant naturellement doit être un être stable. Il a besoin en constance d'une stabilité, d'une certaine stabilité. Mais quand déjà un enfant ne doit pas espérer à un demain qui assure et qui doit penser que demain peut-être je me retrouve dans une autre situation pire que ça lui donne un trait à son avenir. C'est un enfant qui n'a pas d'espoir, c'est un enfant qui n'a pas de rêve, c'est un enfant qui reste figé. Et cela n'a pas vraiment de l'impact positif sur l'avenir d'un enfant. Un enfant qui vit les crépitements des balles, qui va à l'école et une école est bombardée. Un enfant qui n'espère pas que demain, il peut aspirer à un emploi parce qu'il y a pure insécurité. Un enfant qui n'est pas épanoui, qui est à la recherche de l'eau potable et peut-être massacré en cours de chemin, ou peut-être kidnappé et emmené et enlevé et amené nulle part d'où on les connaisse. Un enfant qui ne sait pas trouver ses usages sanitaires. Un enfant qui n'a carrément pas d'espoir. C'est ça l'enfant dans la guerre. C'est un enfant qui se réveille tout le jour en ne sachant pas que demain pourrait être meilleur ou demain pourrait arriver. C'est un enfant qui vit les jours, pas les demain. Qui n'envisage rien pour le développement ni personnel, ni de sa communauté, ni de sa nation, ni de l'univers. Et donc, j'ai vécu les crépitements des balles, les déplacements constants. J'ai vu aussi les enfants dans la guerre que moi-même j'ai accueillis chez moi, qu'on a accueillis chez nous et dont j'ai pris soin. Il est exposé non seulement au manque d'éducation, pourtant l'enfant, le premier droit qu'il a, en tout cas, c'est l'éducation. Puis c'est ça qui définit son lendemain. Mais un enfant qui est dans la guerre n'est pas en constante éducation. Déjà parce qu'il n'est pas dans les conditions qui lui permettent d'étudier. Ensuite, pour sa santé, parce qu'il n'y a pas en majorité des structures qui prennent soin avec les moyens nécessaires afin d'adapter l'enfant à sa situation et espérer qu'il ait mieux. Ensuite, dans le cadre de son logement, parce qu'un enfant adolescent, une petite fille en puberté qui a besoin des premiers enseignements mais qui a perdu sa mère dans la guerre, qui n'a pas quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre les phénomènes du processus féminin et tout ça, il essaiera de tenter d'aller à l'extérieur et de l'extérieur elle apprend tout. Et tout ce qu'elle apprend, elle englobe ça, elle embobine ça et là nous voyons des enfants qui pourtant étaient voués à réussir, qui est maintenant dans la prostitution, qui maintenant sont en train des petits garçons qui maintenant intègrent peut-être des groupes de malfrats et qui commencent à être désormais un danger pour la communauté. Donc, l'enfance dans la guerre est vue peut-être dans des angles. Premièrement, l'enfant en tant qu'acteur dans la guerre. Parce que là, ça mène à l'enfant, ça transforme l'enfant. L'enfant est à la base innocent, mais l'influence de la guerre l'amène à faire autre chose qui détruit sa propre communauté. Et puis, ce n'est pas de sa volonté, c'est parfois la nature et les circonstances qui lui imposent cela. Et en fin de compte, sa santé. Un enfant qui est dans la guerre n'est pas pris en charge de manière particulière pour ce qui est de ses effets sanitaires. Et cela ne lui permet pas de vivre pleinement, d'être épanoui. Fait. Alors je pense parler aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout, parce que c'est très important. Il y a des enfants, en fait, on peut parler de Kinshasa, qui ont la chance de voir leurs parents, qui n'ont jamais vécu la guerre comme ça, et même dans d'autres provinces. Donc je crois que c'est vraiment un problème qui concerne tout le pays. Ça concerne les enfants, ça concerne les parents, ça concerne les autorités. Et même le président de la République, parce qu'il y a des enfants qui souffrent réellement. Est-ce que maintenant, dans le musée des anges, vous avez tenu compte de la tranche d'âge ou c'était une année à 18 ans, 17 ans? Comment vous avez fait? Quand on définit du point de vue juridique l'enfant comme un être de 0 à 18 ou à 17 émancipé, je ne sais pas, quelque chose du genre. Et quand nous parlons d'enfant, nous évaluons cela dans sa situation de base.
on les prend en tant qu'enfant. Donc quand on prend un enfant, on les prend quand il est encore enfant, mais il peut grandir entre nos mains jusqu'à devenir un adulte, mais on aura pris en tant qu'un enfant. Donc on évalue ça dès par les débuts du processus avec nous. Mais là déjà, c'est pour un premier temps, c'est disait pour l'âge scolaire, entre 5, 6 à 14, 15 ans, pour ce qui est de la période primaire. Mais avec la situation nous a imposé d'en prendre beaucoup plus. Parce qu'il y en a eu des enfants qui avaient des retards scolaires et qui devaient être carrément récupérés. Et du coup, on peut parler de l'enfance en général, mais cette enfance-là qui est en train de grandir au fur et à mesure et qui arrive à être adulte. Donc, on peut parler de 5 à 17 ans, mais dans les contextes des enfants abandonnés, il y en a qui sont abandonnés, laissés dans des caniveaux ou près de portes des maisons ou des foyers d'accueil. Et quand on parle de 5 ans, on aura exclu un enfant de 2 mois qui a été abandonné. Et du coup, ça nous ramène à aller à la base, des 0 à 17 ans, mais avec la possibilité d'en intégrer d'autres, surtout pour les métiers des jeunes adultes, donc entre 18 et 22 ans, dans leur encadrement pour le métier. Alors, ne dit-on pas que la jeunesse, c'est l'espoir de demain? Mais alors, en cas de réinsertion, parce qu'il y a des enfants qui sont quand même assez perdus, un peu choqués et qui agissent différemment, comment vous faites dans ce cas-là? Bah déjà, il faut noter que surtout pour ce qui est des enfants abandonnés, il y a des enfants de rue. Des enfants dans la rue. Je rectifie, la rue n'a pas d'enfants. Il y a des enfants dans la rue. Et parmi ces enfants-là, il y a des enfants qui ont fait de la rue chez eux. Il y a des enfants qu'on ne sait pas intégrer parce que tu l'intègres aujourd'hui, demain il revient à la rue parce qu'il a été habitué à la rue, il a eu une certaine liberté qui lui a permis, selon lui à l'instant, de se définir comme libre, comme épanoui et qui rentre, qui ne voit pas peut-être son demain, mais tellement il a été habitué par la rue, il est resté dans la rue et il en a fait chez lui. Il aime la rue qui est la stabilité familiale. Alors il y a cette catégorie d'enfants, mais notons aussi qu'il y a aussi une catégorie encore récupérable. Avec la guerre, nous avons vu une augmentation massive des enfants dans la rue. Un enfant de 3 ans avec un autre au dos de 2 mois, avec un autre à la main d'1 an, qui sont en train de se pavaner dans la rue, pas parce qu'ils ont choisi, mais ceux-là, cette catégorie-là, c'est parce qu'ils ont été imposés à ces styles de vie-là. Alors, ceux qui ne sont pas récupérables, nous avons des séances particulières qu'on fait, juste pour les amener à être motivés, les influencer à des choses positives. On s'adapte à ce qu'ils font souvent, régulièrement. Nous cherchons ce qu'ils font, nous nous adaptons à ce qu'ils font et nous cherchons un moyen, par exemple les métiers. Quand nous disons, par exemple, nous allons vous amener des cobayes pour que vous ayez l'argent un peu régulièrement afin de répondre, d'acheter une chemise, de répondre à leurs besoins basiques, là, il est intéressé. Et quand il vient parce qu'il sait qu'il a quelque chose à gagner en retour, vous profitez maintenant d'inculquer une certaine éducation en lui et nous prions le bon Dieu que cela soit possible. Maintenant, il y a ceux-là qui sont encore récupérables et que facilement nous récupérons juste et nous insérons d'abord à travers un processus psychologique, juridique et ensuite une intégration inclusive. Voilà, une intégration inclusive. Alors nous allons demander quelques images qu'on va nous balancer pour voir un peu comment ça se passe. Ma lutte la plus principale a toujours été de ramener un enfant de sa situation la plus désastreuse possible vers un espoir dont le monde parlera. Dans la pratique de mon pays en général et dans la pratique de l'Est de mon pays en particulier, cette lutte devrait donc s'intéresser aux contours de l'éducation de l'enfant avant, pendant et après la guerre. Si nous considérons que tous les enfants devraient recevoir de manière égale une éducation saine, il est donc inacceptable, voire injuste, que pendant que certains enfants sont en train de poursuivre leur cursus normal dans la scolarité, d'autres ratent le processus de leur éducation faute de la guerre dont ils ignorent le base. Plus de 10 années scolaires maintenant que des milliers d'enfants se retrouvant dans les camps de déplacés à Goma ont oublié le sens de l'école ainsi que son importance. Impossible de concilier les astres, le trauma de la guerre à la construction d'un avenir. Les sentiments d'avoir été un jour enfant dans la guerre d'une part et d'autre part, celui qui m'anime en tant qu'activiste de droits de l'enfant ne m'a pas permis de rester silencieuse face à cette situation. Il est inconcevable que 4 ans après la guerre, le même enfant se retrouve dans la même classe qu'il a occupée avant la guerre
parce que la communauté s'est désintéressée de sa situation. Le programme Leader des démarches du Musée des Anges dans sa branche enfance et cœur consiste donc en encadrer les séances de récupération pour tous les enfants dans la guerre selon leur niveau, afin de gérer leur temps inoccupé. J'appelle donc l'État congolais, à travers son ministère de l'Éducation, d'étudier les mécanismes d'adaptation permettant au bagage que ces enfants auront reçu pendant la guerre d'être considérés pour accéder à un niveau plus ou moins supérieur après la guerre. À tous les partisans du bien-être de l'enfant, à tous les enseignants nationaux autant qu'internationaux, à tous les facilitateurs ainsi que les moniteurs, de se joindre à nous afin d'offrir aux enfants de notre pays un avenir qui impose. Ça fait 6 ans que nous existons. Les Musées des Anges, en fait, c'est une organisation de la société civile la fondation, qui œuvre en grande partie dans la mais aussi, défense, la comment promotion travaillez-vous des droits de l'enfance. Dans la grande partie, c'est l'enfance pauvre, l'enfance vulnérable, l'enfance dans la guerre en général. Alors, l'objectif c'est à travers leur éducation, leur intégration au métier. Ça, c'est pour les enfants en période post-primaire, mais ensuite leur intégration sociale, et ça, c'est pour les enfants abandonnés. Nous avons des équipes à Goma, au Nord Kivu, au Sud Kivu, il y a des équipes selon leur administration respective. Et ici aussi, à Kinshasa, nous venons d'en installer aussi une autre équipe. Et nous travaillons en tout cas en étroite collaboration avec certains partenaires qui peuvent être techniques comme particuliers. Technique, c'est qui nous aide pour tout ce qui est communication, couverture et contour. Mais particulier, c'est souvent des personnes qui voient ce qu'on fait et qui voient l'impact que ça a sur notre communauté et qui nous accompagnent à le faire, qui souscrivent à des montants à 20, à 10, à 50, à 100 euros, à 200 euros et ainsi de suite par an, et qu'ils peuvent payer par tranche pour soutenir 1, 2, 3, 4 ou 5 enfants durant leur année scolaire, surtout dans l'éducation. Mais aussi, nous organisons d'autres activités connexes, comme en juin, à l'occasion de la journée de l'enfant africain, des 16 juin, nous avons une activité scientifico-culturelle qui permet aux enfants qui viennent de milieux ruraux de s'adapter, d'enlever ces complexes, de tuer ces complexes qu'ils ont face aux enfants en milieu urbain. Parce qu'en plupart des cas, les enfants qui sont dans des situations, dans des conditions qui ne les favorisent pas, sont des enfants très intelligents. Ils manquent seulement un encadrement, et lorsqu'ils sont affrontés à des enfants qui sont censés avoir réussi ou être suivis de manière particulière, ils ont une forme de complexe. Alors pour tuer ces complexes et les ramener à être exposés au monde, nous organisons des activités qui leur permettent d'exposer leurs compétences et leurs talents, ensemble avec les autres, où nous invitons les leaders communautaires et d'autres écoles en partenariat, et en espérant que cela les atteigne sur le plan émotionnel et psychologique, et leur donne encore une vision beaucoup plus avancée de ce qu'ils peuvent être demain. Il faut que les enfants arrivent à un certain niveau où ils sont affrontés à des mêmes opportunités, peu importe leur état social, sans distinction de leur appartenance sociale. Et c'est ça notre lutte, qu'un enfant qui vient de nulle part sache trouver une solution. Parce que dans la plupart des fois, il y a des parents en milieu rural qui se plaignent qu'on a mis notre confiance en des autorités, mais ils n'ont pas fait. Mais je pense que c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas vécu une situation ne saura pas y apporter une solution. Et donc, notre objectif, c'est d'amener cet enfant-là qui vient de nulle part à arriver à une instance de prise de décision, parce qu'une fois il est là, c'est lui qui saura à quel besoin exactement répondre pour sa communauté. Et donc, ça c'est pour les enfants en général, mais pour les enfants dans la guerre, alors ça c'est le gros du lot. En tout cas, surtout actuellement, ce qui fait rage avec l'enfance dans la guerre. Il faut avoir vécu la guerre pour comprendre l'influence que ça peut avoir sur l'enfance. Et ce sont des enfants aujourd'hui qui n'étudient pas. Les enfants de chez moi, là, à cet instant, n'étudient pas. Ils sont dans des camps des réfugiés. S'il y a une gratuité, il faut voir, étudier si elle est effective. Et si elle ne l'est pas, est-ce qu'elle est accessible? Parce qu'il peut avoir une gratuité, mais une gratuité qui n'est pas accessible. Et là, ça n'aura pas de sens parce que les contours n'auront pas été étudiés. Alors l'objectif, c'est d'étudier dans ces cas ici les contours de l'accompagnement du processus de la gratuité de l'enseignement primaire, et surtout
en faveur des enfants dans la guerre. Alors, les enfants dans la guerre sont des enfants qui sont d'abord particuliers. La guerre, c'est une situation d'urgence. Ce n'est pas qu'on va chercher des solutions à long terme, à longue durée, non. Mais il s'agit d'étudier des mécanismes qui leur permettent d'être à la page comme tous les autres enfants. Et donc, ce que nous faisons, c'est organiser les cours de récupération pour les enfants dans la guerre. Parce que pour cela, il faut que les études les rencontrent là où ils sont. Tu ne vas pas demander à un enfant qui a dormi sans avoir mangé de se réveiller demain matin et espérer qu'il arrive à l'école et qu'il assimile les leçons que l'enseignant lui donnera. On aura fait un programme qui sera voué à l'échec. Donc là, vous êtes pédagogue ou Oui, je suis pédagogue. Et déjà, dans le musée des anges, vous comptez beaucoup d'enfants, de milliers ou une centaine? Pas en tout cas pour un programme. Déjà, je suis pédagogue. Ah, ok. Après, les enfants depuis toujours. Oui, parce que j'ai senti. Parce que il faut qu'une pédagogue. Les goûts d'une enseignante. Ah, bah oui. En tout cas. Et aujourd'hui, disons que les enfants pris en charge totalement. Genre, on peut dire totalement, ils sont à 327. Maintenant, avec la guerre, on ne sait même pas de combien on fait. On ne sait pas savoir parce que tous les jours, les enfants augmentent. Et avec la pitié qu'on peut avoir, il arrive qu'on en recueille encore et davantage en essayant de distribuer les peu entre tout le monde. Ce n'est pas de la qualité qu'ils reçoivent parce qu'il n'y a pas vraiment assez d'aide. Mais je pense que plus il peut y en avoir, et surtout venant de particulier, et c'est là que je suis même en train de profiter, d'inviter plutôt les jeunes Congolais et les Congolais en général, de ne pas laisser ce travail qu'à l'État. C'est notre contribution à nous tous. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Si tu as une idée, quelqu'un d'autre a un financement, nous faisons avec. C'est une fois centralisé que cela peut avoir de l'impact sur notre communauté. Donc avec eux, nous faisons des cours de récupération pour leur permettre après la guerre, parce que nous souhaitons bien sûr que la guerre se termine, pour leur permettre après la guerre d'accéder à un niveau beaucoup plus supérieur. Il y a quelque chose qui me tique quand vous dites que la gratuité n'est pas effective. Ben parce que déjà, en primaire, il y a la gratuité de l'enseignement, ça tout le monde le sait. Mais quand vous parlez d'une gratuité effective, donc ça veut dire que c'est pas total ou comment? Je parle d'une gratuité effective dans quel sens? Parce qu'une gratuité peut être instituée, mais le contour ne permet pas son exécution. Alors, quand je parle d'effectivité, je parle du contour du processus de la gratuité. Quand on parle de la gratuité sans construire les écoles, on ne parle pas d'une finalité. On parle juste d'un besoin, on répond juste à un besoin pour la communauté, mais un besoin qui n'est pas entouré. Alors, parce que j'ai étudié avec les écoles, j'ai même écrit sur la gratuité de l'enseignement primaire, de son effectivité par rapport au droit de l'enseignement, au droit à l'éducation pour chaque enfant. Avez-vous contacté la ministre ou encore, vu que maintenant nous avons une dame à la primature, est-ce que vous avez eu à écrire ou encore faire de plaidoyer par-ci par-là pour qu'ils essaient de vous aider un peu dans ce sens, de parrainer au fait? De mon passage, c'était en tout cas pour amener la voix des enfants de chez moi ici. Et j'ai essayé du mieux que je peux. J'ai écrit à des ministères qui seraient censés recevoir cela et ou appliquer les propositions que nous aurions eues, mais je n'ai pas eu de suite. Apparemment, je n'en aurai même pas jusqu'à revenir, jusqu'à rentrer. Pour la plupart, je n'ai pas eu de suite et je comprends cela, mais l'important, c'est d'avoir fait un pas. Et quand nous faisons un pas, et si un côté ne répond pas, moi, j'appelle la jeunesse à nous rejoindre. Parce que si nous mettons nos intelligences à un même endroit, nous pouvons apporter une aide. Elle peut être petite, mais nous aurons fait un pas. Et mais comment quelques partenaires qui vous suivent peuvent vous contacter et comment ils vont faire peut-être pour ceux qui veulent encore aider? Parce qu'on a vu, il y a des églises, enfin je ne vais pas citer, mais il y a quand même des associations, des églises qui ont essayé de contribuer pour aider ces enfants à l'Est et tout ça. Est-ce que ça vous est parvenu comme ça avec le Musée des Anges? Ou encore, comment une personne peut vous atteindre? Oui, bien sûr, il y a des organisations, il y a des églises qui sont venues, certaines qui sont même passées par nous, d'autres qui sont venues directement, qui nous ont peut-être trouvés sur le terrain en train d'exécuter quelque chose. Parce que ce sont des zones aussi moins rassurantes, vous voyez. Alors, je dirais pour nous contacter, d'abord, c'est à travers notre adresse mail, muséedesanges.org, mais aussi nous avons un site internet, c'est le muséedesanges.org, les bars.
et à travers des numéros que nous pouvons donner si vous voulez. Donnez, pas de problème. Au 09 71 24 16 et puis 16 pour le RTL et au 89 47 57 026 pour le Orange. Mais beaucoup plus, j'aimerais plutôt appeler beaucoup plus au ministère de l'Éducation parce que nous pouvons bien donner des cours de récupération mais qui ne sont pas considérés après. Parce que si l'objectif est d'amener l'enfant qui est venu dans la guerre, il est venu en première année. Et 4 ans après la guerre, il rentre en étant en première année. Ce n'est pas logique. Pourtant, le processus normal de l'éducation se poursuit. Alors, l'appel qu'on peut faire ici, c'est d'éveiller, de faire de forums, d'appels, afin que les ministères de l'Éducation étudient un mécanisme d'adaptation, afin de permettre à ces bagages que les enfants reçoivent pendant la guerre, de leur être utiles après la guerre. Parce que nous pouvons bien leur donner un bagage, mais s'ils ne seront pas motivés, s'ils n'ont pas un papier agréé qui leur permet, après la guerre, en revenant dans leurs écoles respectives, d'accéder au moins à une classe plus supérieure à où elles étaient. Ça, c'est pour ce qui est des institutions publiques, mais aussi, comme j'étais en train de le dire tantôt, pour la jeunesse, d'adhérer à des groupes pareils afin de faire avancer les choses. C'est au travers de nous tous que cela peut être possible. Parlant de ce bagage, est-ce que vous avez établi un programme particulier ou encore vous avez adapté ce programme par rapport à l'EPST? Comment vous avez fait? Et vous leur donnez quoi comme cours de base? Pour vous, qu'est-ce qui est vraiment important comme cours? Voilà. Alors, nous, déjà qu'on n'a pas assez de moyens, on a constitué des classes par degrés. On ne va pas commencer à faire 6 classes parce qu'on n'en a pas vraiment le moyen. L'enfant doit manger, il doit être en bonne santé. Alors, quand on y ajoute l'éducation, ça devient un peu lourd. Mais on a fait en 3 degrés. Donc, on considère que première, deuxième peuvent avoir presque les mêmes apprentissages. Troisième et quatrième également. Cinquième et sixième ensuite. Et ça donne quel résultat? Les enfants apprennent à écrire. Ça donne quel résultat? À la différence maintenant, comme vous avez demandé avec l'apport de l'EPST, l'EPST exige que ceux qui transmettent une matière aient suivi une formation en cascade. Maintenant, nous n'avons pas de moyens, nous sommes des bénévoles. Et c'est que des bénévoles qui donnent ça. Donc, ils n'ont pas assez de moyens pour payer des enseignants. On n'a pas assez de moyens pour payer des enseignants. Donc, ceux avec qui nous travaillons sont des facilitateurs. Et dans ce carquois comme ça, avec des enseignants, vous en avez beaucoup? Une dizaine? Oui. Des facilitateurs. Nous n'avons pas d'enseignants. Des facilitateurs, vous en avez beaucoup qui s'enrôlent. Ils font du bénévolat, je pense. Oui, ils font du bénévolat, mais vous voyez, ce sont des bénévolats dans des endroits dangereux. Alors, on ne sait pas s'engager aussi, on ne sait pas trouver assez de monde et on ne les en veut pas. C'est normal. Quelqu'un qui n'a pas une motivation assez consistante et qui doit aller dans des milieux de guerre, on ne sait jamais si une bombe à retardement s'en va ces jours-là et il s'en va pourquoi? Pour rien. Alors, on n'en a pas vraiment assez, on en a 5 ou 6. Et puis moi-même, je suis pédagogue, parfois je m'en occupe. Et il donne juste des matières, c'est lent. Nous suivons le plan, nous essayons de suivre le plan par degré. Mais ce qui est à solliciter également, c'est ça. Parce qu'il y a peut-être des Congolais de la diaspora qui aimeraient aider aussi, tu es enseignant, tu es facilitateur, tu es modérateur et tu aimerais aider. Et là, nous sommes en train d'appeler aussi encore les institutions à se joindre à des entreprises numériques, de digitalisation. Parce qu'il y a à Goma un programme sur les systèmes. C'est un programme, une plateforme qui permet de suivre l'éducation à distance, des enfants à distance. Si au travers cette plateforme-là, l'État congolais peut envisager de suivre l'éducation des enfants dans la guerre en numérisant leur éducation, cela permettrait aussi aux enseignants qui sont ailleurs, dans la diaspora, de participer à l'éducation de l'enfant. Donc, en attendant que nous puissions trouver le moyen de payer les enseignants, ces systèmes-là, ces programmes pourraient nous faciliter d'avoir des bénévoles étrangers qui, pendant leur temps libre, pourraient transmettre les enseignements de manière numérique et tout cela dans le budget de l'État, bien sûr, parce que ça demande des budgets. Ce sont de bonnes œuvres, mais qui demandent des moyens. Et dans la plupart des cas, en tant que premier partenaire, c'est l'État qui doit être en premier partenaire de ces projets. Parce que ce genre de plateforme, ça exige, c'est numérique, donc ça exige beaucoup de moyens et un appel est fait vraiment à l'État congolais à revoir cela, à étudier cela. Surtout que ceux qui sont à la base de ces genres de plateformes sont nos jeunes Congolais. Donc un jeune Congolais qui crée une plateforme pareille, qui peut apporter une solution pour le Congo entier, c'est un jeune à suivre de près et utiliser sa technique afin de la vendre ailleurs aussi. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de suivre JM Télévision. Nous allons vous balancer tout ce qui se fait,
votre lutte, c'est vrai, en parlant, vous avez parlé des avantages et des désavantages, beaucoup de difficultés. Alors, bien sûr, c'est vraiment très important. Mais là, nous allons aussi dire merci au président John Bayatita. Pourquoi pas dire merci au DG Jonathan Baya, c'est parce que c'est pour eux qui nous ont donné l'antenne. Dire bonjour à Maman Nora et à toute la famille Mbaya. Nous n'oublions pas la grande équipe de GM Télévision parce qu'on s'est décidé de vous faire aimer la télévision. Et voilà donc, s'il fallait dire quelque chose, s'il fallait avoir de perspectives d'avenir, parce qu'il y a toujours une vision dans ce que vous faites. Vous avez certes échoué, vous avez certes réussi quelque part, mais s'il fallait vous demander de faire votre autocritique, qu'est-ce que vous allez dire? Musée des Anges, est-ce qu'il s'est vraiment investi? Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a de quoi? Ouais. Bah, en fait, moi, je pense qu'il y a de quoi. Il n'y a pas seulement de quoi, il y a encore de quoi. Parce que déjà, c'est un travail de cœur. Au-delà d'être un travail, c'est beaucoup plus un épanouissement pour moi. C'est un amour, une passion avec les enfants qui s'est développé et qui n'a pas l'intention de se limiter par là. Et là, je suis juste en train d'encourager un jeune qui a un rêve et qui pense que c'est impossible de le réaliser. Ça fait 6 ans que j'ai commencé avec les enfants, ou peut-être depuis que je ne me rappelle pas où j'ai commencé à les aimer. Et c'est possible pour chacun de trouver de quoi il sait faire, c'est en quoi il peut être utile et le faire bien afin de le vendre cher ou le présenter cher. Mais surtout, de ne pas se demander, comme l'a dit Kennedy, qu'est-ce que le pays peut faire pour moi? Non, mais plutôt de se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour le pays afin qu'il ait l'image de ce que j'ai toujours rêvé comme un pays. Mais aussi, à vous tous qui pouvez apporter en plus à quelqu'un à côté de vous, de le faire toujours. On ne sait jamais par quoi il traverse. Et quand je suis arrivée à Kinshasa, j'ai vraiment été choquée, je le répète encore, parce que j'ai eu l'impression que Kinshasa est détaché des Goma, est détaché des Bukavu. C'est comme si ce n'était pas dans un même pays. Alors j'invite vraiment tous les jeunes de Kinshasa, tous les partisans des droits de l'enfant, de protection des droits de l'homme, d'intégrer aussi ceux qui le font de l'autre côté et de s'approprier la lutte. Parce qu'elle ne sera pas être accomplie si nous le faisons seuls. Elle sera réussie si nous le faisons ensemble avec vos idées à tous et vos contributions. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, on a besoin de vos idées, tous ceux-là qui nous suivent à partir de Selembao, pourquoi pas ceux qui nous suivent à partir de la commune de Kinshasa, Lingwala, Barumbu, et pourquoi pas ceux qui nous suivent à partir de Badara, pourquoi pas parler de Kisenso aussi. Alors, il y a des enfants, c'est vrai que les enfants c'est un bonheur, ça il faut se le dire, mais des enfants en train de fuir, en train de quitter par-ci, par-là, en train de changer, voir leurs parents partis. Mais alors vous avez travaillé avec beaucoup d'enfants. Quels sont les enfants en fait, on peut en parler pour deux, qui vous ont vraiment plu et qui vous ont vraiment marqué par leur intelligence ou encore par ce qu'ils ont vécu, mais ils continuent à avoir de l'espoir. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a d'abord 2. Okay. Il y en a 2. Il y en a un, il s'appelle Akibariki. En tout cas, c'est un enfant qui fait partie de toutes mes prières. Voilà. Parce que moi, en les voyant, je l'ai toujours vu très loin. Et il a toujours été, il est dans une autre école. Il a toujours été le premier de son école. Tout à fait. Il a toujours été le premier de son école. Il doit avoir maintenant, il a commencé la première année de secondaire. Tout à fait. Il doit avoir entre 13-14 ans. Et il est plein d'espoir. C'est un enfant qui avait été abandonné et qui a été laissé entre les mains de sa grand-mère, je pense, sa grand-mère. Et sa grand-mère qui n'était pas habilitée, je pense, oui, c'est ça. Et du coup, il n'étudiait pas, pourtant il était appliqué. Alors pour moi, c'est une contribution assez vaste quand je le verrai assis sur... Et parce que je le verrai, bien sûr, j'ai beaucoup d'espoir que je le verrai un jour en tant que leader. Je suis sûre qu'il incarne quelque chose que j'ai. Et que si je ne suis pas là, dans sa génération, il fera ce que je suis en train de faire. Et on a un autre, il s'appelle Anaël, mais chez nous, on l'appelle Chilombo. Alors parce qu'il a toujours rêvé d'être à la présidence et il est à la maternelle, il fait toujours tout ce qu'il peut tous les jours et on peut voir de l'excellence en lui. Lorsqu'on va à des présentations, on l'amène. Il sait défendre les cas des enfants qui sont dans sa même situation et pour moi, je pense que c'est un leadership qu'on est en train de bâtir pour un Congo qui inspire un respect. Voilà donc pour un Congo qui inspire un respect. C'est vrai que les fidèles téléspectateurs sont en train de nous voir parce qu'on est en train de vouloir chuter. Alors ils sont en train de nous voir pour nous par exemple, qui ne sommes jamais allés à Goma. On essaie un peu de s'imaginer, est-ce que quand vous leur donnez des cours, est-ce que c'est dans des classes ou encore dans des cas de camp? Est-ce que c'est comment que ça se présente?
nous faire un petit dessin comme ça? Si on doit donner un... Mais dans un camp, on n'a pas de villa. Dans un camp, déjà, eux-mêmes, ils dorment dans des bâches. Vous les enseignez dans les situations. Donc, il faut adapter avec les pierres pour un premier temps. Les pierres, des planches, peut-être 2-3 bâches. Que la matière passe. Ce n'est pas toujours dans des bonnes conditions, mais on espère qu'avec le temps, avec la passion qu'on y met, on essaiera de leur mettre dans. Et puis surtout que ce n'est pas vraiment, comme je l'ai dit, une situation qui doit demeurer. La guerre doit finir, et elle va finir. Mais en attendant, ils doivent quand même étudier dans des conditions qui leur sont beaucoup plus ou moins vivables. Et c'est là, ça demande beaucoup de moyens. Et ces moyens-là, c'est à travers vous, c'est à travers nous, c'est à travers l'État congolais, notre cher et beau pays. Est-ce que vous avez aussi le temps, parce que le temps aussi de contacter les hommes de Dieu, parce que vous savez qu'au Congo, ici, on prie beaucoup, et mettre ces enfants-là entre les mains de Dieu, vous utilisez aussi les hommes de Dieu, parce qu'il y a quand même des cours de religion, parce que quand je vous ai posé la question sur les différentes cours que les enfants ont, est-ce que vous mettez aussi la religion La religion est même la première chose à faire. Parce qu'un enfant qui est dans cet état-là, il ne va pas d'abord t'accueillir parce qu'il ne connaît pas Dieu. J'étais frustrée les premières fois, parce qu'en rencontrant un enfant, il te dit Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, je ne serais pas dans cette situation. Et amener un enfant pareil à comprendre l'existence d'un Dieu, c'est tout un processus. Mais c'est possible. Et donc, pour ce qui est de les mettre entre les mains de Dieu, je pense que ça a été entre les mains de Dieu depuis ses débuts et c'est pourquoi nous en arrivons là. Et ça l'est, ça le reste. Parce que sans lui, je suis chrétienne et je sais le dire tout haut. C'est lui qui met en nous les projets qu'il nous dispose à réaliser. Et il ne le fait que lorsqu'il rencontre un cœur disposé. Si nous avons été disposés à le faire, il continue avec nous. Bien sûr, avec d'autres hommes de Dieu, avec nous-mêmes, parce que nous ne savons pas avancer. Il y a toutes les fois les obstacles que nous rencontrons sur ces chemins ici qui nous découragent. Et si on n'a pas Dieu, on reste. Mais si on l'a, c'est là qu'on a l'espoir encore que demain peut être encore plus meilleur. Voilà, donc. Demain peut encore être plus meilleur. Voilà, là nous sommes en train de sensibiliser. C'est vrai que ça fait mal. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Il faut penser à ces enfants-là qui n'ont personne. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de lutter pour ça. Mais s'il fallait aussi adresser un mot au président et à madame, à la première dame, parce qu'elle aussi, elle lutte pour ça. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à cela? Un message, un mot, en tout cas, un cri d'alarme, parce que là, il s'agit pas avant de l'adresser à monsieur le président, je l'adresse à madame la première dame, parce que je pense que quand c'est une mère, elle saurait la douleur d'un enfant raté. Et l'adresse que je lui fais d'abord, c'est de faire un effort, d'arriver une seule fois au moins, d'abord dans les camps. Il y a d'autres situations qui demandent juste un accompagnement physique. Il y a d'autres enfants peut-être qui, quand ils voient seulement la première dame, pour eux c'est un rêve qui s'accomplit et ça atténue leur souffrance. Juste à vous voir, maman. Je suis sûre qu'ils seront le plus heureux de vous rencontrer d'abord. Et je sais que c'est la clé de tout. Parce que quand vous les rencontrez, je n'aurai pas besoin de crier, de faire une alarme. Vous verrez ce que vous pouvez faire parce que vous leur aurez rencontré. Voilà, donc là c'est Madame Mirguela. Ça a été vraiment très touchant, mais aussi vous voir en train de lutter. Alors vous pouvez peut-être reprendre ce numéro, votre numéro, pour essayer de donner un peu de la voix aux partenaires, parce qu'ils ont quand même besoin. Il y a des gens qui veulent aussi vous aider, justement en suivant cette émission. Si vous pouvez reprendre vos contacts, comme ça, ça va aider. Et Musée des Anges aussi est sur les réseaux sociaux, je pense. Ok, bah, si vous pouvez le faire aussi. Alors, merci. Il y a un lien sous le Musée des Anges, le bar et puis le orgue. Il y a une adresse email, c'est museedesangessasbel@gmail.com. Il y a le numéro sont tels que sous le RTL, c'est le 09 71 24 16 et puis 16. Ensuite, il y a le 89 47 57 et 026. Voilà donc, mesdames, messieurs, moi, comme je veux vous recevoir, parce qu'on termine, en lingala, Eloniesi l'a raté. Donc, Eloniesi l'a raté. J'en profite pour dire merci au DT, au directeur technique qui s'appelle Alpha Bianga, en tout cas pour la réussite de cette émission Passe-Partout, mais aux Alapé bien. Vous voyez qui dit ça? Et franchement, cette langue... elle est tellement
brutal qu'on n'entend presque pas. On n'entend presque pas. Ah, donc là, tu sais rien, pas d'un mot. J'entends quand même quelques mots, mais quand c'est enchaîné, là, ça me perd. Hein. Bah, un mot quinois pour mais j'apprends. Non, pour un mot quinois pour atterrir. Et franchement, en lingala. Même pas un bonjour. C'est quoi beauté, Nalingi Bino. Non mais ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis à partir de Lemba, à partir de Matete. En tout cas, merci beaucoup. C'est Passepartout, votre émission, notre émission. Soyez branchés, scotchés. Nous allons vous faire aimer la télévision. On s'est décidé, n'est-ce pas? En tout cas. Donc là, on va vous voir tout le temps et nous disons merci de l'intérêt que vous portez à notre chaîne de télévision, la GM Télévision. Nous vous disons au revoir. Merci.